Salut les copains et bienvenue dans ce nouveau live Twitch qui sortira bien sûr en podcast qui est dédié au LFC. On va revenir sur la sortie des Reds en quart de finale de Ligue des Champions. Match nul à Anfield 0-0. Est-ce qu'il y a beaucoup de regrets? On parle de tout ça bien sûr, mais juste après le générique. We are Liverpool, champions of England. Pajero! Oh, you beauty! And it goes towards Lovren. Oh, he's done it! Corner taken quickly, Origi! Oh, it comes to Divock Origi! He's won the European Cup for Liverpool! Bonsoir à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce live Twitch de copains, votre podcast toujours des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, on va revenir sur le match nul et donc la sortie des Reds en Ligue des Champions face au Real Madrid. Avant d'accueillir mes copains, merci d'être aussi présents sur le live ce soir. Ça a l'air de pas trop mal marcher, on croise les doigts pour que ça aille jusqu'au bout et que tout se passe bien. Un rapide rappel, n'oubliez pas de vous abonner à la page Twitch pour manquer aucune notification des lives et bien sûr également vous connaissez les réseaux Facebook, Instagram, Twitter, c'est important, plus vous êtes là, plus ça nous aide à vous proposer du bon contenu et des invités pour le moins sympathiques. Il est temps pour moi d'accueillir cette fine équipe de copains. Comme à l'accoutumée, notre premier copain est une copine et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va ? Hello Max, écoute, j'aurais préféré une meilleure issue, mais voilà, écoute, on est là et on va débriefer ça tous ensemble, hein. Exactement, on est là pour ça, on est là pour soigner nos peines ensemble, c'est une sorte de thérapie de groupe ce soir sur ce live Twitch. Notre deuxième copain du soir, et oui, c'est la personne qui se permet de me reprendre sur mes introductions, car il m'a souligné qu'on dit comme à l'accoutumée, c'est monsieur Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va ? Salut, ça va, écoute, très belle introduction. T'es mon Becherel, t'es mon Becherel résultat officiel. du LFC, mais bon, Exact. on va en parler de tout ça tous ensemble. Et encore une fois, thérapie de groupe, je pense, nécessaire pour tous. Et notre troisième copain, vous voyez sa tête, il cache le maillot de Mo Salah, peut-être révélateur des propos qu'il va tenir ce soir. C'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va ? Salut à tous. Je ne sais pas si c'est forcément très révélateur de ce que je veux dire ce soir, mais on en reparlera sans doute ça. On en reparlera, n'hésitez pas à réagir dans le chat à nos propos, à nous donner voilà ce que vous avez également pensé du match, c'est très important, on va essayer de rebondir un maximum sur ce que vous dites. Audrey, je te donne la parole, comme toujours. Bon, raconte-nous ce que tu as pensé du match des Reds ce soir face à Madrid. On va pas se mentir, hein, il y a eu un meilleur visage que sur le match aller. Dans les intentions, il y avait beaucoup plus cette volonté de jouer un quart de finale de la Ligue des Champions, ce qu'on attendait, je pense, tous. Mais bon, à ce niveau-là, malheureusement, quand tu rates 1, 2, 3, 4, 5, 6 occasions, et ben voilà, ça se paye cash. Quand tu as un Real Madrid qui est clinique contre nous au match aller et que nous, au match retour, on n'est pas capable de pousser 2 fois le ballon derrière au fond des filets, ben forcément, on sort un peu la tête basse, j'ai envie de dire. Des regrets, beaucoup de regrets. Et voilà, maintenant, il va falloir tout jouer, mettre all-in sur le championnat. On n'a pas le choix si on veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Exactement, maintenant ça va être main focus sur le championnat. Alex, est-ce que tu rejoins Audrey ? Est-ce que vraiment il y avait la place pour nous et de se qualifier ce soir ? Ouais, moi je pense qu'il y avait largement la place, ça se voit avec le nombre d'occasions qu'on s'est créées. S'il y a 2 ou 3-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Moi je trouve qu'on a fait un match de Coupe d'Europe, contrairement au match aller où on a joué à peine un match amical. Là, j'ai trouvé qu'on était à la hauteur de l'événement avec nos moyens du moment, évidemment. On n'a pas rappelé le nombre de blessés qu'on a et les absents. Je nous ai trouvé en première mi-temps notamment très bon dans le pressing. Il y avait plus de verticalité, ça jouait plus vite. Il y avait un engagement sans commune mesure avec ce qu'il y a eu au match aller. Après la fin de match, on était un peu émoussés. Après, on est tombé sur une très bonne équipe. Le Real, ça, même avec une défense remaniée, ça défend très bien. Ils ont de l'expérience, des matchs comme ça. Ils ont joué 12 000 dans leur carrière, quasiment tous. Les gars ont 56 Ligues des Champions dans leur armoire. Donc, c'est sûr que voilà, tu joues pas contre trifouiller les oies. Voilà, je passe tout de suite la première expression années 70, comme ça c'est fait. Faut vraiment que je te fasse un jingle années 80. Un bon match de notre part. Il y a des regrets, mais voilà, on a eu les occasions, on les a pas mis. Exactement. Alors Marvin, je vais pas te demander toi la physionomie du match parce que je pense qu'Audrey et Alex ont bien dépeint le tableau. Par contre, là, on voit que dans le chat, ça enchaîne très fort sur notre ligne d'attaque. Bon, concrètement, ce soir, on a vendangé plus qu'à foison.
Ah, mais c'était horrible. Voilà. Après, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Deuxième expression des années 70, hein, Alex. Mais concrètement, le Real était quand même bien organisé. Défensivement, ils en voulaient quand même. Voilà, ils ont fait un match solide. Mais enfin, au bout d'un moment, c'était horrible quand tu arrives enfin à passer cette couche de défense et que tu te retrouves face à Courtois. Je veux bien qu'il soit grand, mais au final, toutes les frappes étaient soit sur lui, soit pour le 15 de France. Non, au bout d'un moment, c'était horrible. Et c'est horrible parce que, contrairement au match d'avant, où il n'y a aucune créativité, ici, on arrive à se créer des occasions, des belles passes qui cassaient des lignes à certains moments, et des passes de Mané vers Salah, par exemple. Moi, j'ai un orgasme à ce moment-là, en me disant, putain, une passe, ça fait plaisir. Et au final, tu croques, quoi. Et c'est frustrant parce qu'au final, tu montes d'une étape, mais c'est pas suffisant quand même pour pouvoir accrocher la victoire. Exactement. Alors, tu as dit qu'en effet, le Real était bien organisé. Moi, je tenais à dire que l'équipe aujourd'hui était quand même en COP organisée. On s'est vraiment donné les moyens de percer. D'ailleurs, petite digression, les amis, on espère que vous avez kiffé très très lourd le son en COP organisé. Dites-nous dans le chat si vous voulez d'autres petites dingueries musicales. Il paraît que l'équipe de copains a quelques petits stocks d'avance pour votre plus grand plaisir. Recentrons-nous maintenant sur le match. Audrey, il y a un fait intéressant, c'est la compo que Klopp a décidé d'aligner ce soir avec la titularisation de James Milner. Quel a été ton ressenti, toi, quand tu as vu la compo ? Dans l'ensemble, je vois pas. Enfin, bien sûr, on peut toujours parler de la ligne offensive, mais sur la titularisation de James Milner, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça parce que je savais qu'il allait apporter un peu ce supplément d'âme, ce caractère, ces coronesses qu'on avait besoin au milieu de terrain pour pouvoir un petit peu rentrer dedans. Et finalement, c'est un petit peu paradoxal que la sortie de James Milner coïncide un peu avec notre moment où on a commencé à arrêter d'y croire. James Milner, il est rentré dans son match, il a mis un taquet à Benzema, il a mis 2-3 taquets à droite à gauche. Il s'est fait découper une fois aussi, mais tu as senti qu'il a dit bon les gars, on y va, il a rallié tout le monde à sa cause et on était parti. Et derrière, tu vois que le jeu, ça se passe bien, il est très impliqué. À la mi-temps, il a 35 piges, il a fait 34 sprints, on en parle. Enfin, on s'attend pas à ce qu'il soit encore là à ce niveau. Totalement. Et franchement, pour moi, c'est mon homme du match. Je te le dis déjà en avance, hein, comme ça au moins c'est dit. Très bien. mais ouais, pas surprise en soi de la titularisation et pas surprise non plus de la performance. Ok. Alors Alex, deuxième choix important de Klopp sur la feuille de match, c'était l'attitude de Bobby en lieu et place de Jota. Est-ce que ça te semblait par rapport au match aller être une bonne chose ? Est-ce que tu étais un peu déçu de ne pas voir Jota rentrer plus tôt ? Moi, dans la compo que je m'étais un peu imaginé, en tout cas celle que j'aurais alignée, devant j'aurais mis Salah, Bobby et Jota à la place de Mané parce que Sadio, voilà, il est plus dedans en ce moment. Après, franchement, j'aurais mis Bobby parce que je me dis voilà, fallait essayer de créer un peu des choses. Il fallait voilà tenter. J'ai l'impression que Klopp là, il s'est dit bon allez, j'y vais avec, je fais un petit peu comme un petit baroud d'honneur, j'y vais avec mes trois de devant classiques et je vais mourir avec ça ou passer avec ça, on verra. Après, l'entrée de Jota finalement m'a pas laissé de regret parce qu'il a pas apporté grand chose quand il est rentré. Au contraire de Sadio qui a été plutôt correct, notamment en début de match. Il avait un peu des jambes, après il s'est éteint. Mais moi, pour la compo, j'ai pas grand-chose à redire. Je pensais pas qu'il allait mettre Milner, honnêtement, parce qu'il l'avait mis en championnat. Je me suis dit, voilà, il a mis un peu Thiago frais en championnat pour le remettre en Champions. Mais sur la compo, j'ai pas grand-chose à reprocher à Klopp. Et alors, Marvin, on va enchaîner sur Klopp, du coup, par rapport à ce que disait Alex. Qu'est-ce que tu as pensé de ces changements en cours de match, du coup, parce que, bon, il a tenté quelques coups tactiques, on peut appeler ça, alors surtout avec la première vague de changements. C'est quoi ton ressenti là-dessus ? Moi, je suis vraiment pas tellement satisfait. On en a parlé dans notre conversation à nous, mais concrètement, on avait quand même un dispositif et une dynamique qui faisait mal. Je veux dire, on a eu des grosses périodes où on avait énormément d'occasions, et pour le reste du temps, on savait qu'il y avait une passe à un moment qui pouvait faire mal. On se retrouvait devant le goal. Et le fait de changer de dispositif, voilà, comme on disait, c'était quitte ou double d'une certaine manière. Et au final, les changements, donc Jota qui est monté, Thiago aussi, et par après Shaq et Ox, c'était un flop. Ça a cassé toute la dynamique. On n'avait plus de pressing. Ils ressortaient super facilement de la défense. Alors que, allez, je veux dire, leurs deux grosses occasions, c'est un peu des longs ballons balancés à l'arrache et
Et après, c'est leur jeu aussi, avec un Benzema qui s'est gardé et Vinicius qui est capable aussi d'aller chercher. Mais voilà, après sur la suite, Modric a reçu beaucoup plus de ballons parce que au final, il ressortait beaucoup plus facilement dans les petits espaces. Donc voilà, j'ai juste eu du mal parce que je pars aussi du principe, on change pas une équipe qui gagne. Alors là, on gagnait pas, mais on était bien parti pour mettre ce petit but. Et au final, pour moi, ça a cassé le rythme. Ouais. Bon, alors il y a des débats enflammés là qui commencent sur le chat, c'est intéressant, on va essayer de rebondir dessus. Audrey, il y a un premier avis un petit peu général qui ressort, c'est le match un petit peu décevant de Gini ce soir dans le milieu. Ouais, Gini, il a eu un peu en tout cas pour la première mi-temps, la deuxième, elle était un peu à l'image de sa première partie de première mi-temps, une mi-temps un peu à deux vitesses où sur la première partie, il était pas vraiment impliqué, pas vraiment là. Enfin, c'était un peu difficile de lire en fait son positionnement et finalement la mission que lui avait confiée Klopp. Et à partir de la 35e, j'ai envie de dire, il a eu une occasion. Et je sais pas, ça l'a piqué et il a commencé à être un peu partout, plus présent sur l'homme, plus présent dans le jeu, à la construction, à la finition. Je sais pas, j'arrive plus vraiment à comprendre en fait Gini parce qu'on sait vraiment que c'est un joueur de qualité qui peut nous apporter des prestations et ça c'est typiquement le genre de match où il aurait pu briller. Et non, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se retrouve plus en fait dans l'équipe plusieurs fois. Ça passe par lui pour une transition vers l'avant et il s'arrête, il lève la tête, il est là en mode je cherche à qui je vais faire la passe alors que cette information techniquement il devrait déjà l'avoir prise avant de recevoir le ballon, tu vois. Et moi c'est commence à être une frustration et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il reste jusqu'à la fin du match parce que moi quand je vois Thiago rentrer, pour moi c'est qu'il va sortir Gini et pas Milner. Et franchement, il n'aurait pas mérité de finir le match au vu de sa performance. Après, voilà, c'est des fois des repositionnements, des choix aussi. On s'est un peu découvert derrière et il a peut-être voulu garder un certain équilibre, Klopp. Mais c'est clair que moi, je rejoins un peu l'avis général que je pense de la performance très médiocre, j'ai envie de dire, dans l'ensemble de Gini. Je vous trouve dur sur Gini. Parce que je suis d'accord avec toi, Audrey, sur le début de match. Mais après, j'ai trouvé dans les percées et tout, 2-3 fois, il fait des contrôles orientés. Mais ça a duré combien de temps ? Ouais, mais c'est le seul qui fait le lien entre le milieu et l'attaque, franchement. Milner, il s'est battu dans un autre rôle, en fait, Milner. Il est allé au charbon et tout, il a eu une belle frappe. Mais après, Gini, moi, je l'ai trouvé pas si mauvais que ça. Il a fait des courses, il a pressé, il s'est tapé. C'est le seul des trois milieux qui finit le match. Je l'ai pas trouvé incroyable, hein, je dis pas ça, mais je l'ai pas trouvé nul. Il s'est créé des occasions, il s'est un peu projeté, ça a combiné 2-3 fois. Mais tu trouves pas qu'il est toujours un peu dans l'entre-deux, un peu comme on disait de Kabak au début, tu sais, il prend pas les risques qu'on attend de lui dans ce positionnement au milieu de terrain en fait. Je trouve que notre façon de jouer qui a un peu changé et quand on a plus le ballon et tout, ça lui convient moins bien. C'est plus un milieu de transition où tu récupères et il se projette vite vers l'avant. Et là, quand on a le ballon un peu, c'est là qu'il a du mal. Alors qu'en première mi-temps, justement, les 20 minutes où il a été excellent, il avait de l'espace devant lui. Il faisait contrôle orienté, il arrivait à éliminer son adversaire direct et il se projetait. Et c'est là qu'il est fort. Après, je ne l'ai pas trouvé incroyable, mais moi, je ne trouve pas du tout que c'est notre plus mauvais joueur ce soir. D'accord, intéressant. Alors pour toi, quel a été le pire joueur de l'équipe ce soir ? Franchement, moi, ça joue devant. Après, Salah, c'est beaucoup montré, mais il a des énormes occasions, il les met pas. Donc, t'es attaquant, t'es tout seul au point de pénalty, tu dois les mettre. J'ai pas trouvé Bobby très bon et Sadio, je l'ai vu faire 20 bonnes minutes et après terminer, quoi. Donc, pour moi, il y a au moins 3 joueurs de moins bons que Gini ce soir. Et ce qui est dommage, c'est que ces 3 joueurs, comme tu l'as dit, sont devant et ont loupé beaucoup d'occasions. Marvin, justement, on voit que dans le chat, là, ça parle beaucoup aussi de Bobby qui a eu un match compliqué. Et notamment, toi, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation ? Je l'ai trouvé intéressant parce qu'on s'en plaignait au match aller quand on a mis Jota pour faire du Bobby. Ici, on a mis Bobby pour faire du Bobby. Et il l'a bien fait, il décrochait beaucoup. Il a quand même beaucoup fait chier au final. Quand tu regardes, Casemiro était constamment sur lui. Mais le gros souci, c'est que du coup, si Casemiro est sur lui, tu as les 2 défenseurs centraux qui sont dans leur siège, dans leur fauteuil tranquille. Et c'est ça qui, au final, était compliqué. Parce que quand on arrivait enfin à se détacher pour Sadio ou pour Salah, on devait seulement se farcir les 2 centraux du Real. Mais moi, de mon côté, je trouve que Bobby a vraiment fait un chouette match dans son style, avec un pressing très compliqué. Mais voilà, après, pour moi, il a créé les espaces pour les autres. Et voilà, attends, je sais qu'Audrey va pas être d'accord. Audrey, tu as besoin de réagir. Vas-y, Audrey, réagis. Pour moi, il a fait un bon match. Vas-y, Audrey. Beaucoup trop de déchets par rapport... En fait, il a trop de déchets par rapport à ce qui lui est demandé. Si, comme tu dis, il doit venir décrocher, faire des passes, trouver des joueurs...
Ben, il peut pas se permettre de rater ce genre de passe, justement, parce que sa plus grande mission, en fait, le 90% de ce qui lui est demandé, c'est réussir ses passes, en fait. Et quand il a plus la présence devant et que derrière, quand il a sa présence, parce que la plupart du temps, il se retrouve à côté de Fabinho. Donc, ça veut dire à quel point il vient chercher bas. Et quand ensuite, il n'arrive pas à faire cette différence, moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais enfin, pourquoi en fait on met pas Bobby au milieu de terrain? Au bout d'un moment, ça sert plus à rien de le mettre en neuf parce que Salah et Mané, ça allait pas. Et Bobby était trop bas, même s'il a fait l'effort de repartir à chaque fois devant. Dans l'ensemble, c'est aussi une performance médiocre. Alors peut-être pas aussi moyenne, j'ai envie de dire, que Salah et Mané, mais il est pas loin derrière en termes de performance pour moi. Hein. Mais alors, en règle générale, et c'est mon avis, donc je vais vous demander après le vôtre, les copains, et aussi dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire, mais on sent que tous nos leaders habituels, alors au-delà des absences, ils sont secs, il n'y a plus rien quoi. Les mecs, tu sens que physiquement c'est épuisé. Enfin, moi ça m'a brisé le cœur de voir Gini là les 15 dernières minutes, le mec arrivait plus à courir. Tu voyais qu'il traînait sa carcasse et tout dans le milieu, le mec il sprintait, le corps en arrière, les bras ballant dans tous les sens parce que franchement il cherchait à se donner de l'élan. Et enfin, je pense que in fine, et on reviendra peut-être dessus un peu plus tard, mais le fait qu'on soit éliminé ce soir, c'est la meilleure chose pour qu'on puisse jouer le top 4 à fond jusqu'au bout en ayant le max de force. Et c'est là où aussi on va juste clore après le débat de Ligue des Champions, Alex. Mais concrètement, imaginons on passe ce soir, est-ce qu'on peut vraiment aspirer à quelque chose de grand en Champions League avec une charnière Phillips-Kabak où on a encore vu quand même certaines limites ce soir? Non, je pense pas. Je pense que contre Chelsea, c'était jouable et encore, franchement, ça aurait été compliqué. Parce qu'ils sont bien en place et ça va vite devant. On l'a vu au match à Anfield, ils nous ont pris parfaitement quoi. Ils sont restés bloc bas, transition rapide dans le dos et voilà ils nous ont eu comme ça. Et après en finale contre City ou Paris, sur un match tu sais jamais, mais honnêtement on aurait été la moins bonne des 4 équipes demi-finalistes. Donc je suis d'accord d'être sorti, mais maintenant voilà, il y a des matchs à notre portée en championnat. Chelsea, par contre, va avoir deux matchs de Champions en plus. Ils peuvent perdre des points. Donc voilà, pour sauver les meubles, il faut finir top 4. Audrey, est-ce que tu es d'accord avec ça qu'au final, même si on est tous déçus ce soir, c'est peut-être un mal pour un bien qu'on soit sorti de la Ligue des Champions à ce stade? Ouais, je pense que à l'heure actuelle, j'ai envie de te dire que c'est un peu difficile de trouver du positif à cette déception parce qu'il y a plus de déception finalement que j'ai pas encore assez de recul, j'ai envie de dire, pour te répondre clairement à cette question sur le fait que je suis d'accord avec vous. Vous avez certainement raison et peut-être le fait que Chelsea soit encore en lice, ça va peut-être aussi nous arranger. Mais ouais, moi je trouve que il y a trop de regrets en fait. On a l'impression que c'était un Real qui était prenable, qu'on avait les occasions de pouvoir passer. Et quand bien même on n'était pas la meilleure équipe des 4 dernières équipes, je vais mettre une petite lueur d'espoir et je veux pas forcer dessus non plus. Mais on nous parlait d'un retour de Virgil pour la demi-finale, donc enfin. Tu sais, c'est des petits trucs auxquels tu te rattaches pour te dire qu'on aurait peut-être mérité aussi à quelque part. Alors, sur les 2 matchs, il y a 3-1. Voilà, c'est comme ça, on a réussi à marquer qu'une seule fois. Aujourd'hui, contre une défense qui, je trouvais, n'était pas très sereine, on n'a pas réussi à marquer. Donc, quelque part, oui, la sortie est méritée et peut-être qu'effectivement, ça va nous arranger pour la suite. Ouais, c'est ça, Marvin. J'aimerais aussi que ton avis là-dessus. Audrey l'a souligné. On hurle sur les absences de Liverpool, et à juste titre depuis le début de la saison, mais là, Madrid s'est quand même pas présenté avec sa meilleure équipe face à nous ce soir. Enfin, voilà, dites-vous que le joueur qu'ils essaient de liquider en prêt en janvier, donc Militao, c'est le gars qui a fait du Phillips aujourd'hui, il a tout pris de la tête au final. Il se retrouve avec, c'est comme si nous on jouait avec Oxlade en arrière droit et on n'en a pas profité forcément. Enfin, c'est quand même honteux de faire un 3 contre un Real si faible défensivement, en sachant que notre goal, c'est un tir dévié qui retombe dans les pieds de Salah. Voilà, je veux dire, c'est l'image. Enfin, pour moi, le match aller, le match retour, c'est l'image de notre saison. C'est soit on fout rien et si on fait un tir du match, on est content. Et donc, du coup, c'est des défaites méritées. Ou soit on domine et au final, on n'est quand même pas capable de gagner, même en jouant 4 matchs. Et voilà. Donc, maintenant, l'avantage qu'il y a, c'est qu'ici, sur ce match, on a vu qu'on était capable de remettre une intensité intéressante et de recréer le jeu qui faisait notre force pendant un moment. Et voilà, en première ligue, je pense qu'il reste 6 ou 7 matchs. Ça sera 6 ou 7 finales où on aura du temps pour récupérer parce qu'il n'y aura plus un enchaînement comme on a eu avant.
Et pour moi, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on joue tout le reste comme on a joué, en tout cas les 20 premières minutes de ce match-ci. Surtout que sur les prochaines équipes qu'on va rencontrer, ça va pas être des matchs évidents. On va jouer Leeds lundi soir. Après, il y a Man United qui va arriver très vite aussi. Donc, si on n'est pas sérieux, on peut vite aussi être sorti de la course au top 4. Et ce serait pour le moins dramatique. Alex, on t'a pas eu avec nous dans les précédents podcasts. J'aimerais que tu me donnes un peu ton avis sur l'équipe. C'est un thème qu'on a un petit peu abordé précédemment. Est-ce que tu penses que là, c'est une équipe qui est vraiment en fin de cycle, ou est-ce que tu penses que l'équipe à ISO effectif, peut-être une ou deux recrues supplémentaires cet été, peut rebondir la saison prochaine et redevenir un title contender aussi bien en Première Ligue qu'en Europe, si on est en Europe? Moi, je pense pas qu'on soit en fin de cycle. Déjà pour l'âge des joueurs, les joueurs sont quasiment tous dans leur maturité, on va dire. Il n'y en a pas beaucoup pour la trentaine. Et je trouve que cette saison, elle est à part. Alors, on va dire, ok, on se plaint encore des blessures, mais tu fais une saison sans ta charnière centrale, sans ton capitaine. Il y a eu le Covid, il y a eu pas de vacances. Enfin, c'est un truc à part. En fait, je vais attendre avant de tirer des conclusions sur la fin. C'est possible. Ça se trouve si c'est une fin de cycle. Peut-être, j'en sais rien. J'y crois pas, mais peut-être. Mais je peux pas tirer une conclusion après cette saison. Il n'y a pas assez de recul. Je me dis, on refait une prépa normale, on repart sur une saison normale, et là, on verra. Évidemment, par contre, il faut des retouches dans cet effectif. Je pense notamment à un avant-centre parce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu fait le tour de ce système, en tout cas peut-être avec Bobby, peut-être le remettre dans un autre système ou lui amener de la concurrence. Mais cette équipe, elle a encore des qualités énormes. Les joueurs sont pas vieux. Moi, j'y crois dur comme fer. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense pas du tout qu'on soit en fin de cycle. Après, il y a aussi l'éternel débat, qu'est-ce qu'on appelle fin de cycle. Parce que si au final, quand on voit la première saison de club ou la deuxième saison où c'était vraiment le football total, où ça partait dans tous les sens, on a changé de dispositif, c'était pas forcément une fin de cycle. Parce qu'au bout d'un moment, on était inoffensif, on se faisait avoir trop facilement en contre avec les longs ballons. On a juste changé de dispositif, ajustement tactique, on a été relancé. Est-ce que ici, au final, c'est pas la même chose qu'il faudra, juste un ajustement tactique d'une certaine manière vis-à-vis des joueurs qu'on a aussi, parce qu'on perd un Gini sans doute. On va peut-être avoir des départs aussi, donc on va avoir des nouvelles recrues. Il faudra les intégrer dans le dispositif, et tu peux pas non plus demander à n'importe quel joueur d'arriver et de jouer dans le 4-3-3 de club comme ça. Et puis, il y a des clubs qui ont été on les a dit en fin de cycle, genre City l'année dernière, on les a mis à je sais pas combien de points. On s'est dit, c'est une fin de cycle. Et là, cette année, ils sont repartis. Ils ont pas fait grand chose, hein. Ils ont eu une ou deux petites retouches. Et puis voilà, tu repars t'es un peu plus frais dans ta tête. Le Real, il y a 2 ans, quand Cristiano, il est parti, on se dit, c'est une fin de cycle. Modric, il a 50 ans. Kroos, pareil. Ramos, pareil. Les mecs, ils ont plus faim. Voilà, ils ont fait une année un peu moisie. Et puis là, c'est reparti. Il suffit pas grand chose, hein. L'équilibre d'un effectif et d'investir, c'est assez fragile. Et tu sais pas, mais là, j'ai l'impression que tout le monde est cramé dans les têtes, tout le monde n'en peut plus de cette saison physiquement. Et j'ai déjà hâte d'être à la saison prochaine pour voir ce que ça va donner. Ça se trouve, ça sera encore nul et on va encore se faire chier un an, mais je pense pas. Alors, c'est un débat intéressant. Je vais te passer la parole, Audrey, pour que t'en parles. N'hésitez pas aussi dans le chat à nous dire quels sont les postes clés que vous souhaiteriez cibler au mercato, parce que j'ai vu rapidement passer que notamment vous rejoignez Alexandre sur le fait qu'un numéro 9 est primordial en termes de recrues. Audrey, quels sont toi les 2-3 postes clés que tu penses être primordiaux pour le mercato cet été? Je rejoins Alex sur la position de 9 parce que je pense qu'Origi va être amené à partir et derrière ça veut dire qu'on a plus grand monde. Je pense pas que Jota va être amené à être installé au numéro 9 non plus. Faut voir aussi à quel usage on va faire de Minamino, mais je vois pas trop non plus. Je sais pas trop ce qui va en être fait. Mais c'est vrai qu'il nous manque peut-être un buteur, des fois un petit céréal des surfaces. Moi, j'ai parlé la dernière fois d'une doublure pour Trent pour que ça le pousse aussi à rester au top, tout simplement. S'il y a des départs au milieu de terrain ou peut-être qu'on lève un peu le pied avec James Milner, que Gini s'en va, quand bien même Curtis s'installe dans le milieu de terrain, je pense qu'il faudra peut-être aussi une recrue au milieu de terrain, à voir si Keita s'en va aussi, parce que je pense que ce qui s'est passé au match aller contre le Real, ça peut aussi peser et le convaincre peut-être de partir aussi de son côté. Donc, je pense, je sais pas quels seront les investissements qui seront faits, peut-être même un poste de DC parce que Matip risque de s'en aller. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire de Kabak, je sais pas ce qu'on va faire de Phillips non plus.
Donc, il y a quand même une certaine revue de l'effectif qui va être faite. Et je pense surtout qu'il va aussi nous falloir des joueurs d'effectif parce que Oxlade, c'est gentil, mais ça commence à être très limite sur les rentrées qu'il fait. On nous dit toujours qu'il est brillant à l'entraînement, mais moi, pour les bouts de match que je vois où il joue, il n'est pas très brillant non plus. Donc, je comprends qu'on tombe sur Klopp quand il fait pas tourner. Mais je comprends aussi qu'il y a des joueurs sur qui peut-être il peut pas compter tout simplement parce que ça fait pas l'affaire en fait tout simplement. Donc je pense je ne vois pas faire ça sur un mercato, hein, soyons tout à fait honnêtes. Je pense pas qu'on va renouveler l'effectif comme sur tous les postes comme j'en ai parlé. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit peu des retouches à faire un petit peu partout sur plusieurs mercatos, amener quelques renouvellements et des ajustements à faire avec l'effectif qu'on a. Mais clairement, faudra réagir. Ce sera très très important de réagir par rapport à cette saison. Alors, ça rejoint ce que tu as dit, Audrey, alors déjà, est très juste, et du coup, ça peut nous laisser quand même quelques sources d'inquiétude pour la saison prochaine, parce qu'il y a quand même un remaniement de l'effectif qui va être peut-être plus important que ce qu'on peut penser avec un premier niveau de lecture. Dans le chat, ce qui revient beaucoup, c'est un numéro 9, alors ça, je crois que c'est ce qui est revenu en majorité. Un arrière-droit, comme tu l'as dit, pour suppléer Trent, et également un milieu de terrain. Marvin, est-ce que tu es plutôt OK avec tout ça, ou est-ce que tu penses qu'il y a un autre poste qui peut être aussi important à cibler ? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, mais en pensant aussi que les recrues qu'on va avoir auront le profil club, comme je vais dire, donc un numéro 9, mais qui est capable de jouer sur une aile, ce sera toujours du bénéfice, parce que du coup là on aurait plusieurs joueurs qui pourraient se battre et avoir une tournante entre eux, comme ici, on a Jota qu'on peut facilement faire jouer sur un côté gauche, comme on peut le faire jouer en pointe, même si c'est pas la même chose, mais ce genre de profil ça peut être intéressant, mais c'est pas pour moi, oui, c'est clairement les mêmes recrues. Et moi, je pense quand même à un défenseur, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on fait de Kabak ou de Phillips, parce qu'on ne sait pas non plus dans quel état on va récupérer Gomez, Van Dijk et Matip. Pour deux d'entre eux, c'est des blessures où ça peut être parfois très très compliqué de revenir en forme. Et Alexandre, est-ce qu'on va tout simplement récupérer Matip ? Est-ce que tu penses que vraiment c'est encore un joueur en qui on peut avoir confiance après cette saison qui a été alors déception parce qu'on comptait vraiment sur lui, au final on n'a pas pu se reposer une seule fois sur lui, quoi. Ouais, moi je me dis que c'est un des derniers mercatos où on peut faire un peu de plus-value dessus. On l'a eu gratuitement. Il a apporté ce qu'il avait apporté. Il nous a apporté des titres et il a été là quand il fallait l'être. Il est régulièrement blessé. Et si on arrive à en tirer un peu d'argent, finalement, ça aurait été tout bénéfice, quoi, parce qu'on l'a payé 0. Sur le terrain, il a répondu à peu près correctement, même plutôt bien. Et voilà, ça peut financer, j'en sais rien. Hein. Si on le vend 15 millions ou 20 millions, tu prends Kabak à la place. Et si on fait Konaté, tu as tes 4 centraux. Tu renouvelles, tu as Van Dijk et Gomez, Konaté et Kabak qui sont les 3 très jeunes. Donc moi, je le vendrais. Ouais, je m'en séparerais cet été. Je pense que c'est le bon moment pour à la fois renouveler l'effectif et faire rentrer un peu d'argent parce qu'il en faut. Ouais, j'ai revu passer l'âge de Joe Gomez là sur les réseaux. Il est aujourd'hui, je sais plus, il a 23 ans. 23. En fait, le mec est au club depuis 1000 ans, mais il a que 23 ans, donc c'est vraiment, il a encore tout l'avenir devant lui. C'est vrai que il est beaucoup touché par les blessures, c'est pénible, mais à côté de Van Dijk, on l'a vu qu'à certains moments, il savait quand même bien répondre. Et... Joe Gomez, on le critique beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de défenseurs. Bon, là, cette année, il n'a pas joué, mais des défenseurs de 22 ans de son niveau l'année dernière, il n'y en a pas beaucoup en Europe. Hein. Non, clairement pas, c'est vrai. Un des derniers sujets que je vous propose de traiter, les copains, ce soir, c'est que se passe-t-il dans l'hypothèse où Liverpool n'est pas en Europe ? Parce que là, on commence à faire des plans sur la comète, on parle de recrutement, mais c'est quand même sous condition d'être au moins en Ligue des Champions. Audrey, comment tu vois la chose si jamais on ne décroche pas Ligue des Champions et qu'on se retrouve, admettons, en Europa League, mais ce qui n'attire aucun joueur dans un club ? Ma naïveté me fait que je me suis pas encore vraiment posé la question parce que j'ai envie de croire qu'on sera en Europe, la Ligue des Champions, forcément quand on parle d'Europe. Après, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les joueurs qui aujourd'hui n'assument pas leur rôle quittent un peu le navire en mode on profite de partir parce qu'il n'y a plus la Ligue des Champions, parce qu'on est arrivé en fin de ce qu'on pouvait apporter et tout. Je comprends le langage de club quand il dit je veux pas recruter des joueurs qui viennent juste parce qu'on a la Ligue des Champions, je veux des joueurs qui nous y amènent, des trucs comme ça, tu sais. Mais
je pense qu'avec malheureusement, avec le foot moderne, ce discours, il fait juste rêver les supporters qui sont un petit peu contre le foot business, malheureusement. Je sais pas, je suis pas très optimiste sur le sujet. Et après, si on n'a pas la Ligue des Champions, mon avis, c'est qu'on aura une autre compétition, laquelle, je ne sais pas. Mais je pense que l'année prochaine, on devrait jouer une compétition européenne. Je sais pas ce que t'en penses, Alex, mais cette déclaration de Klopp, ça sent un peu la déclaration du gars où ça pue la défaite. Il sait qu'il y a de gros risques de pas y être et du coup, il polisse un peu sa com pour que les joueurs essaient de venir quand même, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, moi, je ne vois pas. Je suis comme Audrey, en fait. Moi, dans les recrues qu'on vise, je pense pas que le manque de Ligue des Champions, ça va nous empêcher de les recruter. Si, mettons, on prend, parce que je ne vois pas prendre Mbappé ou Haaland. Je pense que c'est pas encore pour nous, ça. Au niveau budget, et peut-être qu'aucun des deux n'a envie de venir à Liverpool. Mbappé, peut-être qu'il veut aller au Real et Haaland, je sais pas où. Donc, si on mettons les trois rumeurs un peu costauds là pour un défenseur central, c'est Konaté. Au milieu, on parlait de Bissouma et devant, on parle un peu de Patson Daka là. Je pense que ces joueurs-là, tu t'appelles Liverpool, même si t'es pas en Ligue des Champions, tu peux les avoir. Ouais. Après, je suis comme Audrey, j'ai peur d'un Salah ou d'un Mané qui se disent, par contre, on n'est pas en Ligue des Champions. Moi, je veux jouer la Ligue des Champions. Et je veux me barrer. Mais si on joue pas la Ligue des Champions, t'en es en partie responsable. Donc, faut assumer derrière. Moi, j'ai pas trop peur qu'on manque des cibles à cause de ça. Par contre, j'ai peur qu'il y en ait un ou deux qui fassent chier pour partir. Je pense pas que ça soit. Je vois pas Fabinho faire ça. Je vois pas Van Dijk faire ça. Je vois pas. Mais un devant peut-être. Moi, je vois Bobby faire ça. Moi, j'ai cette impression, pour moi, il est beaucoup moins investi au niveau du club. Il a toujours été comme ça, il ne parle pas l'anglais, ça fait 8 ans qu'il est là. Justement, mais depuis, on joue la Ligue des Champions depuis 8 ans. Mais oui, mais bon, je pense que pour le coup, Bobby, c'est le plus gros contre-exemple du mec impliqué l'implication qui justifie son amour du club. Je pense que pour le coup, c'est vraiment, tu peux pas, il a des enfants qui sont nés ici, qui vont à l'école ici. Il y a une attache quand même, tu vois. Les gens, ils ont tout de suite chanté Bobby Firmino, il a une chanson à Liverpool. Un Mané, il a pas forcément une chanson, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et si t'as un PSG qui vient lui dire, tu veux jouer avec Neymar, tu crois vraiment que Mané, il va dire, non, moi, Neymar, ça m'intéresse pas. Alors, je prie pour que tu aies raison, mais... Non, et puis, alors, il y a vraiment, honnêtement, autant moi je pense que des clubs se rueront sur Mané et Salah, autant Bobby, j'y crois pas du tout, parce que t'es n'importe quel club, impliquer Bobby dans ton système de jeu, c'est pas compliqué. C'est pas que t'impliques Bobby dans ton système, c'est Bobby le système. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne avec Liverpool sur l'animation offensive des dernières saisons, quoi. Donc, honnêtement, je vois pas quel gros club européen, tu vois, capable de l'intéresser. Puis il a pas de stats. C'est le plus vieux des trois. C'est ça, ouais. Moi, Bobby, je pense qu'il va rester. Puis il a ses potes brésiliens ici. Non, pour moi, Bobby, c'est vraiment le mec qui regarde le moins à côté pour le coup. Bobby, c'est un club qui peut prendre, c'est genre un Barça s'il leur faut un 9 moyen, ou genre un Atlético. Tu vois, l'Atlético, ça pourrait lui convenir. C'est un peu un style de jeu qui lui correspond. Il fait des efforts, mais moi, pareil, je le vois pas partir. Ouais, tout à fait. Et bon, concernant, par contre, l'année prochaine, la plus grande crainte de ne pas être en Europe, c'est pas tant de pas jouer la Champions League, c'est de jouer l'Europa League le jeudi soir. Les bars vont ouvrir d'ici là. On va pas se faire chier à regarder les matchs de Liverpool le jeudi soir pour voir de l'Europa League. Ça, c'est pas acceptable. On va jouer contre Lens l'année prochaine. Non, mais si tu peux jouer un trophée, est-ce que tu vas t'en priver? Non, mais ça, on va kiffer l'Europa League en vrai. Je sais pas. Moi, j'ai un goût amer de Non, mais moi, j'ai un goût amer de 2016 et de la finale contre Séville, les gars. On peut pas rester là-dessus. Si on va en Europe, faut aller, en Europa, faut aller la gagner. Hein. On va vibrer. Je suis tout à fait d'accord. Alors, Alex a l'air d'accord avec toi. Mon point de vue, c'est que t'es plus du tout au même stade du projet, tu vois. C'est-à-dire qu'en 2016, le parcours qu'on fait en Europa League, c'est limite inespéré. Où est-ce qu'on en est dans la construction de l'équipe et du projet de Klopp, d'ailleurs, qui venait d'arriver cette saison-là, quoi. Là, l'année prochaine, si on est en Europa League, putain, mais quel échec! Alors, pour toutes les raisons dont on parle depuis le début de la saison, mais quel échec de voir, t'imagines, un trio d'attaque, Bobby, Mané, Salah, en Europa League, comme dit Marvin, jouer contre Krasnodar, ou je sais pas quel autre club de... Pour l'ego, ça fait mal, hein. C'est genre, c'est la soirée des mecs un peu stylés au lycée, c'est la Champions, et toi, tu vas dans l'autre, dans un garage. C'est ça, t'es en soirée CDI, quoi. Il y a tous les mecs, dont personne ne parle, mais pour l'ego, ça fait mal, mais après, franchement, ça peut te faire un petit parcours européen sympa. Ça sent le vécu, quand même. Entre guillemets, faire tourner au début, parce qu'en poule, normalement, t'es au-dessus, t'as de la marge, donc
tu finis la saison avec un titre en Première Ligue et une Première Ligue, ta saison, elle est ouf. Hein, donc, Ouais, bon, mais ce que United d'ailleurs a fait récemment, a gagné l'Europa League, et ça leur a permis de en Ligue des Champions, et ils ont joué la compétition à fond. Toi, c'est quoi ton avis, Marvin, là-dessus? L'Europa League, tu serais vraiment emballé par le truc, ou un peu plus comme moi? Et bon, on regardera parce que c'est Liverpool, mais sans plus, quoi. Bah, disons qu'en Europa League, j'ai plus de chances de voir Liverpool jouer en Belgique. C'est Voilà, vrai. c'est le seul avantage que je vois. Les stades seront pas ouverts. Ouais, ça c'est possible aussi. Mais bon. C'est le seul avantage, mais après voilà, l'Europa League restera une compétition à jouer quoi qu'il arrive, et une compétition que Klopp prend au sérieux, pas comme les ligues domestiques, les coupes domestiques plutôt. Et ça permettrait aussi du coup de voir peut-être certains joueurs pouvoir monter en puissance, d'avoir un enchaînement de matchs à certains points. Après, d'un autre côté, je me dis, Chelsea, il y a 3-4 ans, ils avaient eu aussi une saison sans Ligue des Champions, ça les a pas empêchés de bien se reconstruire vraiment bien, de cibler leur recrutement par après. Et au final, ils reviennent quand même comme une équipe qui joue quand même le haut de tableau chaque saison. Donc, est-ce que ça serait forcément une perte de ne pas jouer l'Europa League? Je retourne la question, je ne sais pas. Mais je préférerais quand même la jouer quoi qu'il arrive. Et sinon, il y a la troisième option, mais dont on ne veut même pas penser, c'est la Conference League. Mais alors là, franchement, si on se retrouve dans cette Coupe d'Europe en bois, je crois que c'est même pas la peine. Je pense que c'est même pas du foot, hein, la Conference League. Je sais pas c'est quoi le sport, mais je pense pas que ce soit pour nous. Hein. Mais déjà, tu joues quel jour? Je sais pas. Si mardi, mercredi, c'est Ligue des Champions, tu joues le matin. C'est ça. Tu joues vendredi matin en vétéran. À 10h après les croissants. Ils vont se retrouver au Five avec Alex à Puto. Ah non, putain, bon, bref. Les copains, toute dernière question avant qu'on puisse clore ce live Twitch et ce podcast, bien sûr, qui sera dispo sur les plateformes dès demain matin. Également le replay sur YouTube, on le précise. Audrey, pour faire venir des joueurs, si on n'est pas en Champions League l'année prochaine, d'habitude, on dit que le projet de Klopp peut être quelque chose là, qui séduit. C'est séduisant de t'entraîner par Klopp et d'être dans son projet. Maintenant, on sait que Klopp en 2024, c'est terminé. Est-ce qu'un joueur peut se sentir intéressé et impliqué dans un projet comme ça, en sachant que Klopp en 2024, c'est très certainement le clap de fin à Liverpool? J'ai envie de te dire oui, parce que de toute façon, le joueur, quand il arrive chez nous, il signe un contrat de plusieurs années. Mais il peut très bien dire, moi, je reste jusqu'en 2024. On voit où est-ce que je vais avec Klopp. Et derrière, ça leur fait signer 3 ans. Tu peux avoir des bons joueurs et tout. Moi, je crois pas que... Enfin, même si effectivement, l'apport de Klopp à Liverpool est ultra important, et on s'en rendra compte certainement dans les années après son départ, en fait. Ouais. Je pense que le club reste supérieur, en fait, en termes de valeur à quel entraîneur et quels sont les joueurs qui sont là. On est un club prestigieux, on a une histoire, on a des supporters dans tout à travers le monde, on est censé avoir une grosse ambiance à la maison, on est suivi en Angleterre, à l'extérieur. On est un club qui fait rêver. Donc oui, club apporte un petit rêve en plus, j'ai envie de dire, mais pour moi, c'est pas un facteur qui pourra dire à un joueur bah non, Klopp, ça fait 3 ans, non, je viens pas. T'es d'accord avec ça, Alex? Tu penses que ça va pas être un problème, le fait que Klopp approche de la fin de son contrat? Non, je pense pas, parce qu'Audrey a raison, c'est le club fait rêver, la première ligue fait rêver. Ouais. On n'est pas le PSG, tu vois. Le PSG, s'ils vont pas en Ligue des Champions, c'est catastrophique, parce que les joueurs, ils viennent au PSG pour jouer la Ligue des Champions, ils viennent pas pour jouer contre Nantes et Dijon en Ligue 1. Nous, t'as la première ligue qui est quand même le championnat qui attire le plus. On a de l'argent, et Klopp il est encore là 3 ans, donc ça va. Tu viens à Liverpool, tu restes au moins 2 ou 3 ans. Moi je pense vraiment pas que ça puisse jouer sur une future recrue. Okay. Marvin, tu auras le dernier mot pour conclure. Une petite pépite polonaise à proposer au LFC pour les saisons à venir? J'ai déjà tout envoyé à Michael Edwards. Très bien. Bon, du coup, on n'a toujours pas vu un joueur polonais en équipe première depuis un certain temps, mais écoute, continue ton scouting, c'est très très bien. Il y en a un en réserve, Il va bientôt arriver. C'est vrai. Et d'ailleurs, qui fait des belles perfs, hein. On en entend pas mal parler sur les réseaux sociaux, alors de second niveau, mais on en entend un petit peu parler. Je n'écorcherai pas son nom, mais en tout cas, Marvin, peut-être tu peux le faire? Non. Okay. Mijawowski. Très bien, et écoutez, voilà, ce sera le mot de la fin de ce live Twitch. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir regardé, d'avoir commenté autant dans le chat. C'était encore une fois top, plein d'infos. On a essayé de relayer au maximum ce que vous avez pensé. On espère que ça vous a plu. Le prochain rendez-vous avec vous, ce sera en podcast. Donc le débrief du match de Leeds qui a lieu lundi prochain pour la reprise de la Première Ligue et la course au top 4, qui est l'objectif numéro 1, et d'ailleurs le seul objectif maintenant des Reds d'ici la fin de saison. D'ici là, portez-vous bien.
Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et c'est pas la capitale, c'est Mersey bébé. À bientôt tout le monde, salut. Up the Reds!